Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous remontons à 2010, dans la ville côtière de Long Beach, en Californie. C'est ici que vivait Julie Kibuishi, une jeune femme de 23 ans, étudiante en stylisme. Issue d'une famille d'immigrants japonais, Julie était la plus jeune des 3 enfants. Elle avait 2 frères aînés et son arrivée au monde avait été une surprise. Lorsque sa mère attendait son 3e enfant, les médecins étaient convaincus qu'elle donnerait naissance à un autre garçon. Mais contre toute attente, une petite fille a vu le jour le 14 février 1987, le jour de la Saint-Valentin. Julie est rapidement devenue la prunelle des yeux de ses parents, comblant leur vie de bonheur. Très tôt, Julie a développé une passion dévorante pour la danse. À l'âge de 5 ans, elle a commencé par les claquettes avant d'explorer différents styles de danse au fil des ans. Pour elle, la danse représentait bien plus qu'une simple activité. C'était son monde, une manière de s'exprimer et de s'évader. Son talent et sa dévotion pour cet art étaient évidents pour tous ceux qui la connaissaient. Julie était le genre de personne dont la présence illuminait une pièce. Toujours souriante, elle avait un sens de l'humour rafraîchissant et n'hésitait jamais à faire des blagues pour détendre l'atmosphère. Sa gentillesse était également l'une de ses qualités les plus marquantes. Julie faisait toujours attention à ne jamais blesser les sentiments de quiconque ou à mettre quelqu'un mal à l'aise. Elle se souciait profondément des autres et veillait à ce que ceux qui l'entouraient se sentent bien. C'était une jeune femme qui alliait légèreté et douceur, ce qui la rendait irrésistiblement attachante pour ses amis et sa famille. Pendant ses études à l'université, Julie a fait la rencontre de Sam R., un garçon de 3 ans son aîné. Leur relation n'avait rien de romantique, mais reposait sur une solide amitié. Ils partageaient des moments simples et complices, sans jamais dépasser les frontières de l'amitié. Julie avait rencontré Sam dans le cadre de cours d'anthropologie qu'elle lui donnait pour l'aider à mieux comprendre la matière. Il s'est avéré que ces séances avaient porté leurs fruits, car Sam avait rapidement commencé à améliorer ses résultats, obtenant des notes de plus en plus élevées. Leur amitié, nourrie par ces moments d'études, s'est développée de manière naturelle, avec Julie jouant le rôle de soutien académique, toujours prête à l'aider. Contrairement à Julie, Sam était fils unique. Sa naissance avait été difficile pour sa mère, et après cet accouchement compliqué, ses parents avaient décidé qu'il serait leur seul enfant. Pendant son adolescence, Sam a causé bien des inquiétudes à ses parents. Il avait commencé à fréquenter de mauvaises personnes, des individus qui avaient une influence néfaste sur lui. En 2002, la vie de Sam a pris un tournant dramatique lorsqu'un de ses amis a été tué dans des circonstances troublantes. Sam s'est rapidement retrouvé au cœur de l'enquête, soupçonné d'avoir présenté son ami aux personnes responsables de sa mort. Les soupçons étaient suffisamment forts pour qu'il soit inculpé, et Sam a passé près d'1 an en détention préventive en attendant son procès. Durant cette période, l'angoisse de ses parents était palpable, craignant pour le sort de leur fils unique. Heureusement pour lui, lors de son procès, Sam a été acquitté, les preuves n'étant pas assez solides pour le condamner. Il a été libéré, mais cette période sombre de sa vie l'a marqué profondément, influençant sa vision du monde et ses relations avec ceux qui l'entouraient. Le séjour de Sam en prison a été une expérience bouleversante, marquant un tournant décisif dans sa vie. Cette période, qu'il considérait comme la pire de son existence, l'a profondément transformé. Il était déterminé à ne plus jamais revivre une telle épreuve. Après sa libération, Sam a pris une décision radicale. Il a rompu tout lien avec son ancienne vie et les personnes qu'il fréquentait avant son incarcération. Cette rupture a marqué le début d'une nouvelle phase pour lui, une phase de réconciliation et de renouveau. Ce passage difficile l'a rapproché de ses parents comme jamais auparavant. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, renforçant les liens familiaux qui avaient été mis à rude épreuve. En signe de cette nouvelle relation, Sam s'est fait tatouer un cœur orné de roses sur son bras, un hommage émouvant à ses parents. Au centre de ce tatouage, 2 mots simples, mais chargés de sens, « maman et papa ».
Pour Sam, ce geste représentait bien plus qu'un simple tatouage. C'était une déclaration d'amour et de gratitude envers ses parents qui l'avaient soutenu malgré les moments les plus sombres de sa vie. Après sa libération, Sam a enchaîné divers emplois, cherchant sa voie. Il a travaillé comme agent de sécurité, a fait du toilettage pour chiens et a été employé par une société de messagerie. Cependant, il changeait souvent de travail sans jamais vraiment trouver de stabilité. C'est alors que l'idée de s'engager dans l'armée a commencé à germer. Son père et son oncle lui avaient suggéré à plusieurs reprises que cela pourrait être une bonne option pour lui, mais Sam n'était pas convaincu. Ce n'est que lorsqu'un de ses amis d'école a rejoint l'armée que Sam a finalement décidé de franchir le pas. Il voyait cela comme une nouvelle étape, un moyen de redonner du sens à sa vie. Après son engagement, Sam a d'abord servi en Caroline du Sud, puis en Géorgie, avant d'être envoyé en Europe. Il a été stationné en Italie et en Allemagne. Durant son temps en Allemagne, il a été brièvement déployé en Afghanistan. Une expérience qui l'a encore plus forgé. À son retour en Allemagne, un nouvel événement marquant s'est produit. Il a rencontré Katharina, une jeune femme avec qui il a entamé une relation sérieuse. Cette rencontre a marqué le début d'une histoire d'amour à distance, mais malgré la distance, leur relation est devenue de plus en plus solide. Après le retour de Sam aux États-Unis, Katharina venait régulièrement lui rendre visite, passant du temps avec lui et sa famille. Ils avaient des projets sérieux ensemble, discutant de leur avenir commun et de la fondation d'une famille. Le couple s'était même fiancé, mais malgré leur engagement, ils vivaient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, Sam aux États-Unis et Katharina en Allemagne. Leur amour était fort, mais la distance restait un défi constant à surmonter. Le 21 mai 2010, Julie a passé une journée spéciale avec son frère qui se préparait à se marier. La jeune femme, pleine d'enthousiasme, savait qu'elle serait l'une des demoiselles d'honneur lors de cet événement tant attendu. Ce jour-là, alors qu'ils se retrouvaient dans un restaurant, ils ont longuement parlé des préparatifs du mariage. Son frère lui a même offert un diadème, un accessoire symbolique qu'elle porterait sur sa tête le jour de la cérémonie. La perspective du mariage était une source de joie pour toute la famille, et cette journée était marquée par des discussions légères et excitantes sur l'avenir. Cependant, plus tard dans la soirée, aux alentours de 23 heures, Julie a reçu une série de messages de son ami Sam R. Dans ces messages, Sam exprimait un besoin urgent de parler. Il évoquait des problèmes familiaux qui le préoccupaient et avait besoin de quelqu'un pour l'écouter. Sam a insisté pour que Julie vienne à son appartement aux alentours de minuit. Ce qui a rendu ces messages encore plus inhabituels, c'est qu'il a explicitement demandé à Julie de venir seule et de ne dire à personne où elle se rendait. Les dernières demandes de Sam, bien que quelque peu inhabituelles, n'ont pas trop inquiété Julie. Dans des situations de stress, il n'est pas rare d'agir de manière étrange, et elle a simplement pensé que Sam avait vraiment besoin de parler. Julie, toujours prête à aider ses amis, n'a pas réfléchi davantage et a décidé de se rendre chez lui. Le lendemain, 22 mai, les parents de Sam ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Ils avaient prévu de le voir ce week-end-là, mais Sam ne s'est pas présenté. Ce qui les inquiétait encore plus, c'était qu'il n'arrivait plus à le joindre. Chaque fois que son père, Steve, essayait de l'appeler, le téléphone de Sam était éteint, ce qui était inhabituel et alarmant. Ce n'était pas dans les habitudes de Sam de disparaître ainsi sans prévenir, et l'inquiétude de son père, Steve, augmentait à chaque appel non répondu. Sam n'avait jamais eu ce type de comportement, et l'absence totale de nouvelles le rendait de plus en plus nerveux. Décidé à s'assurer que tout allait bien, Steve a pris la décision de se rendre directement à l'appartement que Sam louait. En arrivant sur place, Steve a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Il possédait un double des clés, alors, pris d'inquiétude, il a décidé d'entrer. À première vue, tout semblait normal. L'appartement était propre et bien rangé, comme à l'habitude de Sam, qui prenait soin de son espace de vie. Rien ne semblait indiquer que quelque chose de grave s'était produit. Cependant, en entrant dans la chambre de son fils, Steve a fait une découverte horrifiante. Sur le sol, en partie allongé sur le lit, il a vu le corps d'une jeune femme. Son pantalon était baissé jusqu'à ses genoux et une inscription au marqueur noir était visible sur son chemisier. L'inscription disait « Tout à toi », suivi d'un mot vulgaire. Steve, sous le choc, a réalisé qu'il était face à une scène macabre et que quelque chose de terrible était arrivé.
Steve, en s'approchant du corps, ne doutait pas que la jeune fille était déjà morte. Du sang entourait son corps sur le lit et elle ne montrait aucun signe de vie. Malgré cela, il a décidé de vérifier son pouls. En s'approchant, il a immédiatement reconnu son visage. C'était Julie, une amie proche de son fils Sam. Steve se souvenait d'elle, l'ayant rencontrée à plusieurs reprises lorsqu'il venait rendre visite à son fils. Julie avait même été invitée chez eux, et la famille de Sam savait qu'elle était une amie précieuse. Sam la considérait comme une sœur, et ses parents voyaient en elle une fille de cœur. Le choc a été immense pour Steve. Voir le corps de Julie, quelqu'un qu'il connaissait bien, dans une scène aussi macabre, l'a laissé bouleversé. Immédiatement, son esprit s'est tourné vers une autre question terrifiante. Où était Sam? Steve craignait que son fils ait lui aussi été victime d'une agression. Il a fouillé frénétiquement chaque pièce de l'appartement, mais il n'y avait aucune trace de Sam. Le sentiment de terreur et de confusion ne cessait de grandir, laissant Steve avec plus de questions que de réponses. Steve, bouleversé par la découverte du corps de Julie, a immédiatement appelé la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, la scène qu'ils ont découverte ne laissait aucun doute sur l'issue tragique de la situation. Julie était morte, tuée de 2 balles à la tête. L'évidence de ce meurtre, combinée à l'absence de Sam et à ses antécédents, a rapidement orienté les soupçons vers lui. Les policiers ont rapidement pensé que Sam, avec son passé militaire et son accès aux armes, pourrait être le coupable. De plus, son passé judiciaire, où il avait été accusé de meurtre avant d'être acquitté, ne jouait pas en sa faveur. Cependant, Steve, le père de Sam, ne pouvait pas croire une telle hypothèse. Il connaissait son fils mieux que quiconque et était convaincu qu'il n'aurait jamais pu commettre un tel acte. Il savait à quel point Sam avait changé après sa libération, combien il redoutait l'idée de retourner en prison. Steve était également certain que Sam n'aurait jamais pu faire de mal à Julie, qu'il considérait comme une sœur. La relation entre Sam et Julie était empreinte de respect et d'affection, et il était inconcevable pour Steve que son fils soit capable de lui faire du mal. Malgré les apparences accablantes, Steve restait persuadé que Sam n'était pas le responsable de ce crime atroce. Pendant que les policiers examinaient la scène de crime dans l'appartement de Sam, ils ont eu l'occasion de parler à l'un de ses amis qui vivait dans le même immeuble. Cet ami a expliqué qu'il avait prévu de rencontrer Sam la veille, mais que ce dernier ne s'était jamais présenté au rendez-vous. Sam n'avait pas non plus répondu à ses appels, ni à ses SMS, ce qui était inhabituel. Inquiet, cet ami s'était rendu plusieurs fois à l'appartement de Sam, mais personne n'avait ouvert la porte. Il n'y avait aucun signe indiquant que Sam se trouvait à l'intérieur. Cette absence de réponse, combinée à la découverte du corps de Julie et au passé trouble de Sam, soulevait de nombreuses questions pour les enquêteurs. Qu'était-il arrivé à ce jeune homme de 26 ans? Avait-il vraiment tué Julie avant de prendre la fuite, ou bien était-il lui-même en danger, victime d'un autre scénario tragique? La disparition de Sam laissait planer une incertitude angoissante. Pour les enquêteurs, plusieurs pistes étaient envisageables. Soit Sam s'était enfui après avoir commis le crime, soit quelque chose de bien plus complexe se cachait derrière cette affaire. Les policiers étaient de plus en plus convaincus que Sam avait probablement tué Julie avant de disparaître. Cette théorie était renforcée par la découverte des messages qu'il lui avait envoyés peu de temps avant qu'elle ne se rende à son appartement. En examinant le téléphone de Julie, qu'ils ont retrouvé sur elle, les enquêteurs ont constaté que Sam l'avait attirée chez lui en lui envoyant des messages inquiétants, insistant sur le fait qu'il avait des problèmes familiaux à discuter et qu'il voulait qu'elle vienne seule. Le frère de Julie, qui était avec elle lorsqu'elle avait reçu ces messages, avait trouvé leur ton étrange, surtout lorsqu'il avait lu que Sam voulait absolument qu'il soit seul et qu'elle ne dise à personne qu'elle allait chez lui. La relation entre Julie et Sam avait toujours été strictement amicale, sans aucune ambiguïté. Ils n'avaient jamais partagé plus qu'une simple amitié, ni même échangé un baiser, et encore moins eu des relations intimes. Le fait que Sam ait insisté sur la nécessité de parler seul à seul, en pleine nuit, semblait étrange à tous ceux qui connaissaient leur relation. Julie, qui avait un petit ami, ne voyait pourtant aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Elle pensait simplement que son ami avait besoin d'aide et qu'il traversait une période difficile, probablement liée à ses parents. Alors qu'elle se rendait à l'appartement de Sam, Julie était encore en ligne avec son frère. Arrivée devant la porte de l'appartement, elle a entendu Sam pleurer à l'intérieur.
C'est à ce moment-là que Julie a compris que quelque chose de grave s'était passé. Elle a alors interrompu sa conversation avec son frère pour voir ce qui se passait. Ce fut la dernière fois que le frère de Julie a entendu sa voix. Ce silence qui a suivi a laissé place à une tragédie que personne n'aurait pu imaginer. La police s'est immédiatement lancée à la recherche de Sam, considérant qu'il pouvait représenter un danger pour son entourage en raison de son passé militaire et de sa précédente incarcération. Les policiers redoutaient qu'il soit armé, d'autant plus qu'aucune arme n'avait été retrouvée dans son appartement. Cette crainte était justifiée, car Sam avait eu accès à des armes et avait acquis une formation militaire. Les autorités ont rapidement rendu publiques ces informations, espérant que quelqu'un les vût et puisse les aider à le localiser. Cependant, malgré les efforts déployés et l'attention médiatique, aucune information utile n'a permis de retrouver Sam. Pendant que les enquêteurs poursuivaient leurs recherches, un nouvel élément est venu bouleverser l'enquête. Le père de Sam, qui avait accès au compte bancaire de son fils, a remarqué une activité suspecte après la disparition de ce dernier. Sam disposait de plus de 60 000 $ sur son compte, une somme qu'il avait principalement économisée grâce à son service militaire. Cependant, après sa disparition, plusieurs retraits de 400 $ avaient été effectués à divers distributeurs automatiques. Cette découverte a semé encore plus de doutes dans l'esprit du père de Sam. Steve, toujours déterminé à retrouver son fils et comprendre ce qui s'était passé, a immédiatement informé la police de tout ce qu'il avait découvert, mais il ne comptait pas s'arrêter là. Il voulait découvrir par lui-même autant de détails que possible sur les derniers jours de Sam avant sa disparition. Pour cela, il a repris contact avec Jake, l'un des amis proches de Sam, avec qui il devait initialement se rencontrer la veille de la découverte du corps de Julie. Jake, qui partageait un appartement avec un autre ami, Dave, passait régulièrement du temps avec Sam. Ils formaient un groupe soudé et Sam se confiait souvent à eux. En discutant avec Jake et Dave, Steve a essayé de rassembler des informations sur ce que Sam avait pu dire ou faire dans les jours précédant sa disparition. Lorsque Steve a parlé avec Dave, il a appris un détail crucial. Le jour où Sam devait rencontrer Jake, il avait un autre rendez-vous prévu plus tôt avec Daniel Wozniak, un voisin qui vivait dans le même immeuble. Daniel, acteur de profession, avait demandé à Sam de l'aider à concevoir des décors de théâtre. Bien qu'ils ne soient pas particulièrement proches, Sam et Daniel se croisaient parfois et passaient quelques soirées ensemble. Dave a expliqué que, selon Sam, cette rencontre avec Daniel était importante, faisant de Daniel l'une des dernières personnes à avoir vu Sam avant sa disparition. Sentant qu'il tenait peut-être une piste, Steve a décidé de parler à Daniel dès que possible. Il espérait que Daniel pourrait fournir des informations qui éclairciraient ce qui s'était passé. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Daniel s'est montré coopératif et a affirmé vouloir aider autant que possible. Il a confirmé leur rencontre ce jour-là, mais n'a donné que peu de détails. Pourtant, en discutant avec lui, Steve a eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Il sentait que Daniel ne disait pas toute la vérité, voire qu'il lui cachait quelque chose d'important. Malgré l'apparente coopération de Daniel, Steve ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce dernier n'était pas sincère et qu'il en savait plus sur la disparition de Sam qu'il ne voulait bien l'admettre. Lorsque Daniel a commencé à raconter à Steve que Sam se plaignait souvent de problèmes avec ses parents et sa petite amie, Steve a su instantanément que quelque chose n'allait pas. Tout cela semblait inventé. Steve connaissait bien la situation de son fils. Sam n'avait jamais été aussi proche de ses parents et sa relation avec Katharina se portait bien. Bien qu'ils ne vivaient pas encore ensemble, ils prenaient simplement leur temps, car ils étaient jeunes et ne ressentaient pas le besoin de se précipiter. Le fait que Daniel évoque des problèmes que personne d'autre, pas même les amis les plus proches de Sam, n'avait jamais mentionnés, renforçait la méfiance de Steve. Il semblait illogique que Sam se confie à une simple connaissance de son immeuble plutôt qu'à ses amis les plus proches, comme Jake ou Dave, avec qui il passait la majorité de son temps. Tout cela paraissait suspect non seulement à Steve, mais aussi aux policiers, qui avaient commencé à porter une attention particulière à Daniel. Les enquêteurs, suivant de plus près Daniel, ont un jour observé une rencontre étrange. Daniel a été vu en train de rencontrer un adolescent qui lui a remis une enveloppe avant qu'ils ne se séparent rapidement. Ce comportement a immédiatement éveillé les soupçons des policiers. Cette rencontre secrète, associée aux incohérences dans les histoires de Daniel, a accru la conviction que quelque chose de bien plus grave était en jeu.
Les policiers, après avoir suivi le jeune garçon qui avait remis une enveloppe à Daniel, ont décidé de le surveiller de plus près. Lorsqu'ils ont vu un livreur de pizza s'arrêter devant la maison où ce garçon vivait, ils ont immédiatement procédé à une arrestation du livreur pour vérifier le mode de paiement. Il s'est avéré que la pizza avait été payée par carte bancaire. Cela a immédiatement éveillé des soupçons chez les enquêteurs. Serait-il possible que Sam se cache dans cette maison? Il n'y avait pas d'autre choix que de vérifier. Les policiers ont frappé à la porte de la maison et ont fouillé chaque pièce à la recherche de Sam, mais il était introuvable. Le garçon qui vivait là, Wesley Frelich, un adolescent de 16 ans, a été interrogé. Il a d'abord affirmé qu'il devait y avoir une erreur et qu'il n'avait utilisé la carte de personne d'autre pour payer la pizza. Cependant, les policiers n'étaient pas convaincus. Ils l'ont informé que la carte utilisée pour payer la pizza appartenait à une personne liée à une enquête pour meurtre. En possession des preuves, notamment des photos de la personne ayant retiré de l'argent à un distributeur automatique avec cette même carte bancaire, les policiers savaient qu'ils étaient sur la bonne piste. Wesley, confronté à ces preuves accablantes, commençait à sentir la pression monter. Les policiers étaient de plus en plus convaincus qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre et que ces éléments les mèneraient plus près de la vérité concernant la disparition de Sam et le meurtre de Julie. Lorsque les policiers ont confronté Wesley avec les preuves, notamment la ressemblance frappante entre lui et la personne apparaissant sur les photos prises lors des retraits d'argent, le jeune garçon a rapidement compris que la situation était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Avec les larmes aux yeux, Wesley a tout avoué. Il a expliqué aux policiers qu'il avait utilisé la carte bancaire de Sam, mais il l'avait fait à la demande de Daniel Wozniak. Daniel lui avait donné cette carte et lui avait demandé de retirer autant d'argent que possible du compte de Sam. L'idée de Daniel était de monter une escroquerie. Après un certain temps, Sam devait signaler le vol de sa carte bancaire à la banque, et celle-ci devait lui rembourser les sommes prétendument volées. Pour éviter d'être reconnu lors des retraits, Daniel avait demandé à Wesley de porter une casquette et des lunettes de soleil à chaque visite à un distributeur automatique. Wesley, bien que réticent au début, n'a pas su comment dire non à Daniel. Il admirait Daniel, qui avait 10 ans de plus que lui et avec qui il travaillait au théâtre. Daniel, en tant qu'acteur plus expérimenté, était une sorte de mentor pour Wesley, quelqu'un qu'il respectait et dont il voulait suivre l'exemple. Pris dans cette relation de pouvoir, Wesley n'a pas pu refuser et a donc accepté de jouer le jeu. Pendant plusieurs jours, il a retiré de l'argent du compte de Sam et l'a remis à Daniel. Le jour où les policiers l'ont vu remettre une enveloppe à Daniel, cette enveloppe contenait 400 $, un autre retrait effectué avec la carte de Sam. Wesley, réalisant maintenant la gravité de la situation, a révélé tous ces détails aux policiers, impliquant directement Daniel Wozniak dans cette affaire. Daniel Wozniak, en 2010, était un acteur en difficulté, jouant dans un théâtre local sans être rémunéré. Ce n'était pas un emploi payant, mais plutôt une activité bénévole qui lui permettait de gagner de l'expérience, indispensable dans le métier d'acteur qu'il désirait tant. Malgré cette passion, Daniel avait toujours eu du mal à trouver des emplois stables et rémunérés. Chaque fois qu'il parvenait à décrocher un travail, cela se terminait souvent par un licenciement, principalement en raison d'accusations de vol. Le manque d'argent a toujours été un problème récurrent dans la vie adulte de Daniel. Sans emploi stable, il vivait au jour le jour, constamment en difficulté financière. Ces problèmes d'argent étaient souvent au centre de ses préoccupations, et cela semblait dominer tous les aspects de sa vie. Daniel sortait avec Rachel Buffet, qui, comme lui, était actrice dans le même théâtre local. Ils étaient en couple depuis un certain temps, et semblaient partager une passion commune pour le théâtre. Cependant, malgré leur relation et leur engagement, l'ombre des difficultés financières de Daniel pesait lourdement sur leur quotidien. La situation de Daniel, coincé entre ses rêves d'acteur et ses réalités économiques, créait une pression grandissante, le poussant à prendre des décisions désespérées. C'est en février 2010 que Daniel Wozniak et sa petite amie Rachel Buffet avaient emménagé dans le même immeuble que Sam Hare. À ce moment-là, ils ne se connaissaient pas encore bien, mais au fil des mois, Daniel et Sam avaient appris à se fréquenter. Ils avaient le même âge et passaient parfois du temps ensemble, bien qu'ils n'avaient pas encore atteint un niveau d'amitié profonde. Daniel et Rachel, sans emploi fixe, se trouvaient souvent en difficulté financière. Ils peinaient à payer leur loyer à temps
et devait régulièrement emprunter de l'argent pour y parvenir. Malgré ces problèmes financiers, ils avaient de grands projets pour l'avenir. Le couple avait prévu de se marier le 28 mai 2010, seulement quelques jours après les événements tragiques qui allaient se dérouler. Non seulement ils envisageaient un mariage somptueux, mais ils avaient aussi planifié une lune de miel au Mexique. Cependant, une question évidente se posait. Comment allaient-ils payer toutes ces dépenses alors qu'ils ne parvenaient même pas à couvrir leur loyer? Cette situation a rapidement paru suspecte aux enquêteurs. Daniel semblait être prêt à tout pour obtenir de l'argent et cela a éveillé les soupçons quant à son rôle dans la mort de Julie Kibwishi. Pire encore, les policiers ont commencé à craindre que Sam ne soit pas en fuite, comme ils l'avaient d'abord supposé. Il se pourrait que Sam ait été victime d'un crime bien avant qu'on le suspecte d'avoir tué Julie. Les enquêteurs ont alors envisagé la possibilité que Daniel soit non seulement responsable du meurtre de Julie, mais aussi qu'il ait tué Sam pour s'emparer de son argent et financer son mariage et son voyage. Le 26 mai, Daniel Wozniak a été arrêté, en plein milieu de son enterrement de vie de garçon, où il semblait passer un moment agréable. Fait surprenant, Daniel a semblé soulagé de se faire arrêter par la police. Il a immédiatement exprimé qu'il en avait assez de cacher la vérité et qu'il ne voulait plus se dissimuler derrière des mensonges. Lors de son interrogatoire, il a commencé à dévoiler ce qui, selon lui, s'était passé les jours précédant la découverte du corps de Julie Kibwishi dans l'appartement de Sam. Daniel a raconté que Sam était venu chez lui, visiblement paniqué, et lui avait avoué qu'il y avait une femme morte dans son appartement. Sam lui aurait expliqué qu'il s'était senti mal la veille, souffrant d'une légère dépression, et qu'il avait décidé de noyer son chagrin dans l'alcool et d'autres substances. Sous l'emprise de ces stimulants, Sam aurait envoyé des messages à Julie lui demandant de venir chez lui. Il espérait que sa compagnie l'aiderait à se sentir mieux. Cependant, selon Daniel, lorsque Julie est arrivée, les choses auraient mal tourné. Sam aurait tenté de forcer Julie à avoir des rapports sexuels, mais elle aurait refusé catégoriquement. Dans un accès de colère, Sam l'aurait tuée. Après avoir confié cela à Daniel, Sam lui aurait demandé de l'aider à gérer la situation. Daniel a raconté qu'il avait ensuite conduit Sam au centre commercial et que c'était la dernière fois qu'il l'avait vu. Malgré cette confession, les enquêteurs étaient sceptiques quant à la version de Daniel. Quelque chose dans son récit ne collait pas. Les policiers ont alors feint de croire son histoire tout en insistant sur la nécessité de prélever un échantillon d'ADN sur lui pour l'éliminer en tant que suspect potentiel. C'est à ce moment que Daniel a commencé à se souvenir de détails supplémentaires. Il a soudainement affirmé qu'il était dans l'appartement de Sam le 21 mai, le jour de la mort de Julie, et qu'il avait utilisé les toilettes de l'appartement. Sentant que les policiers doutaient de son histoire, Daniel a commencé à réajuster son récit, comme s'il tentait de devancer les éléments de preuve que les enquêteurs pourraient découvrir. Finalement, il est devenu clair que Daniel cachait bien plus qu'il ne l'admettait et que son implication dans cette tragédie était plus directe que ce qu'il laissait entendre. Lorsque les policiers ont intensifié la pression sur Daniel lors de son interrogatoire, il a commencé à se perdre dans ses déclarations. Son histoire, déjà peu convaincante, a commencé à changer de manière incohérente, avec des détails qui ne correspondaient pas à ses affirmations précédentes. L'interrogatoire devenait de plus en plus éprouvant pour lui, et à un moment donné, Daniel a refusé de continuer à coopérer, demandant à retourner dans sa cellule. Une fois seul, Daniel a profité de cette pause pour téléphoner à sa fiancée, Rachel Buffet. Ce qu'il ignorait, cependant, c'est que l'appel était enregistré. Pendant la conversation, Rachel a mentionné que son frère, Tim, avait des preuves matérielles. Bien qu'elle n'ait pas précisé de quoi il s'agissait, elle lui a dit qu'elle comptait transmettre ces éléments aux enquêteurs. À l'entente de ces mots, la voix de Daniel s'est effondrée. Il savait que ses jeux étaient terminés. Tout allait être révélé. Comprenant qu'il n'avait plus d'issue, Daniel a finalement décidé de tout avouer. 14 heures après son arrestation, il a commencé à raconter la vérité. Selon son propre récit, il avait depuis longtemps conscience que sa mère possédait une importante somme d'argent sur son compte bancaire. Lors de leur conversation sur les difficultés financières de Daniel, Sam lui avait suggéré de s'engager dans l'armée. Il lui avait expliqué que cela lui avait permis de mettre de l'argent de côté et lui avait recommandé de faire de même pour résoudre ses problèmes financiers. Sam avait cité en exemple la somme qu'il avait accumulée durant son service militaire.
un montant qui aurait permis à Daniel de payer son mariage et son voyage de noces. Mais Daniel n'avait aucune intention de suivre le chemin de Sam dans l'armée. Au lieu de cela, il a commencé à élaborer un plan beaucoup plus sinistre. Il voulait s'emparer de l'argent de Sam pour résoudre ses propres problèmes financiers. Daniel voyait dans cette somme la solution à tous ses soucis, notamment pour financer le mariage luxueux qu'il prévoyait avec Rachel, ainsi que leur lune de miel au Mexique. C'est alors que l'idée de tuer Sam a germé dans son esprit. Une fois qu'il a découvert combien Sam avait économisé, Daniel a planifié avec soin comment il allait lui ôter la vie et prendre possession de son argent. Le vendredi 21 mai 2010, Daniel Wozniak a demandé à Sam Hare de l'aider à transporter des décors au théâtre. Une fois arrivé dans le grenier de l'immeuble, Daniel a sorti une arme à feu et a tiré 2 fois sur Sam, le prenant complètement par surprise. Sam n'avait aucune chance de se défendre, car Daniel se tenait derrière lui. Après avoir tué Sam, Daniel a dissimulé son corps et a ensuite indiqué aux enquêteurs où le trouver. Ce qui est encore plus glaçant, c'est que juste après avoir commis ce meurtre, Daniel s'est préparé pour une représentation théâtrale. Il devait participer à une comédie musicale le soir même, et malgré ce qu'il venait de faire, il est monté sur scène et a livré une performance pleine d'énergie, comme si de rien n'était. Mais pourquoi Julie Kibuishi? Pour Daniel, il était nécessaire de tuer Julie afin de faire croire que Sam était le coupable. Après la comédie musicale, Daniel, utilisant le téléphone de Sam, a envoyé des messages à Julie pour la convaincre de venir chez Sam. Lorsque Julie est arrivée, Daniel l'a attirée dans la chambre de Sam et l'a abattue de la même manière que Sam. Il espérait que la police croirait que Sam avait tué Julie avant de prendre la fuite. Une fois ces meurtres accomplis, Daniel a commencé à retirer de l'argent du compte de Sam. Cependant, conscient que les distributeurs automatiques sont surveillés par des caméras, il a demandé à Wesley, un adolescent de 16 ans qu'il connaissait par le théâtre, de faire les retraits à sa place. Daniel savait que Wesley, qui le considérait comme un mentor, aurait du mal à refuser sa demande. Tout cela, Daniel l'a avoué aux enquêteurs. Son objectif était clair. 2 meurtres pour pouvoir s'approprier l'argent de Sam et financer le mariage somptueux qu'il avait prévu avec Rachel, ainsi que leur lune de miel au Mexique. Les preuves contre Daniel étaient accablantes. En plus de ses aveux, les enquêteurs ont mis la main sur des éléments cruciaux grâce à Tim, le frère de Rachel. Après les meurtres, Daniel avait remis à Tim un sac à dos contenant des objets appartenant à Sam, notamment ses vêtements, son téléphone, son portefeuille, ainsi que l'arme du crime. Daniel avait demandé à Tim de détruire le sac, mais celui-ci l'avait laissé dans le jardin de ses parents. Une fois Daniel arrêté, Tim a décidé de remettre le sac aux enquêteurs. En outre, les enquêteurs ont découvert que Daniel avait effectué des recherches sur Internet pour savoir comment tuer quelqu'un rapidement et comment se débarrasser d'un corps. Ces éléments, combinés à ses aveux et aux objets retrouvés dans le sac à dos, ont rendu le procès de Daniel Wozniak une simple formalité. Bien que Daniel ait été inculpé en 2010, son procès n'a eu lieu qu'en 2016 en raison de nombreux retards. Une fois toutes les preuves examinées, le jury n'a pris qu'1 heure pour délibérer. Le verdict était sans appel. Daniel Wozniak a été reconnu coupable des meurtres de Julie Kibuishi et Sam Hare. Il a été condamné à la peine de mort. Initialement, Daniel a purgé sa peine dans une prison de haute sécurité. Cependant, en 2021, il a été transféré dans une autre prison où les conditions étaient moins strictes et où il avait même la possibilité de travailler. Ce changement a profondément choqué les familles des victimes. Le père de Sam, en particulier, s'est indigné, affirmant que la peine de Daniel devait être la plus sévère possible. Quant à la date d'application de la peine de mort, elle reste incertaine, laissant les familles dans l'attente. Une autre question persistante durant l'enquête portait sur le rôle de Rachel Buffet, la fiancée de Daniel. Pouvait-elle vraiment ignorer ce que préparait son fiancé alors que leur mariage était prévu quelques jours seulement après les meurtres? La situation financière désastreuse de Daniel aurait dû soulever des doutes, surtout concernant leur mariage somptueux et leur lune de miel au Mexique. Bien que Rachel ait constamment proclamé son innocence, même lors d'apparitions dans des émissions télévisées, les enquêteurs ont longtemps soupçonné qu'elle pourrait avoir joué un rôle dans cette affaire. Cependant, aucune preuve concrète n'a pu démontrer qu'elle était au courant des projets meurtriers de Daniel. En 2018,
Rachel a été accusée d'obstruction à la justice pour avoir menti délibérément aux enquêteurs à plusieurs reprises. Elle aurait menti à 20 reprises, notamment en omettant de dire aux policiers que Daniel avait quitté leur appartement pendant 3 heures le jour où il avait tué Sam et Julie, le 21 mai. Pour ces mensonges, Rachel a été condamnée à 32 mois de prison. Toutefois, elle n'a pas purgé la totalité de sa peine et a été libérée en 2019. Le frère de Daniel, Tim Wozniak, a également été accusé d'avoir aidé à dissimuler des éléments liés au meurtre. Il savait que Daniel lui avait remis des objets à détruire, mais il n'avait pas agi sur cette information. Risquant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, il a finalement reçu une peine de 3 ans avec sursis, après avoir pleinement coopéré avec les enquêteurs. Ainsi se termine cette affaire tragique, marquée par des actes de cupidité et de trahison, avec des familles brisées à jamais.